NAS RH. Nous allons avoir M. Hippolyte Kwame, directeur général ou un directeur du capital humain chez Groupe Genesis Holding Company. Nous allons aussi avoir Madame Paul Edith Eliam, qui est Regional People Partner chez MAEX. Alors, est-ce que Madame Gachou et Madame Eliam sont déjà là? Si oui, ouvrez vos caméras parce que nous allons commencer instamment. Je sais que M. Hippolyte Kwame va se présenter un peu plus tard. Donc, voilà, Père. Je peux déjà voir Madame Paul Edith Eliam. Merci beaucoup pour le sourire, merci pour la présence. En attendant que Madame Gatchous ouvre sa caméra aussi, je vais inviter Madame Paul Eliam et Paul Edith Eliam à se présenter, s'il vous plaît. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous arrivez à m'entendre. C'est bon? Super. C'est clair? Super. Donc, bonsoir à tous. Je suis Paul Edith Eliam. Comme Patrick l'a dit, je suis au mot qui veut dire en fait que je suis dans la direction des ressources humaines et je coordonne des projets au niveau de l'Afrique, en fait, pour tout ce qui touche au domaine des ressources humaines. Voilà un peu. Super, super. Merci de simplifier ça pour nous. Et Madame Gachou a quelques difficultés à ouvrir sa caméra, mais est-ce qu'elle peut au moins parler en attendant que sa difficulté technique soit résolue? Est-ce que Madame Gachou peut se présenter? Peut-être pas encore. OK. En attendant qu'elle nous revienne, Madame Gachou, je vais commencer avec... Est-ce que Monsieur Hippolyte Kwame est là déjà? Non? Pas encore. OK, je vais commencer avec vous, Madame Eliam. Tu voudrais parler, Raïssa? Oui, OK. oui, bonsoir Patrick, bonsoir Madame Eliam, j'espère que vous allez bien. En attendant que Madame Gachou ne puisse arranger ses défis de caméra, déjà il y a Monsieur Kwame, voilà, qui ne pourra pas être des nôtres, voilà. Et en attendant que Madame Gachou ne puisse être là, je vais profiter pour pouvoir faire une brève présentation du cabinet, voilà. Donc, le sommet virtuel qui est organisé par Regine Pro Consulting, c'est une première édition et le cabinet Regine Pro Consulting est un cabinet spécialisé qualité de vie et conditions de travail, risques psychosociaux, transformation culturelle et managériale, avec à son actif plus de 1000 directeurs et managers formés et plus de 30 teams réalisés. Ouvrez chez vous, là. Vous Nous pouvez sommes ouvrir. présents Avant, nous fermez vos caméras. Pardon, Cameroun. Donc, voilà, je vais vous remettre la main, Patrick, et je vous souhaite une bonne session. On se reprend tout à l'heure. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est bien de savoir quelle est la maison qui nous accueille. Et là, on a une bonne précision. Merci beaucoup, Raïssa. Voilà, Donc, bonjour. Je n'arrive pas à me connecter. Mon appareil me dit que j'ai été bloqué. Je ne sais pas si c'est une mauvaise manipulation. J'ai dû arrêter une formation pour participer. Je suis très gênée que je ne puisse pas participer activement. Essayez de résoudre le problème, s'il vous plaît. OK, Madame Gachou, pendant que les choses, enfin, le miracle vient de se réaliser, on vous voit, on vous entend. Non, bloqué. OK, d'accord, merci. De m'avoir fait confiance la deuxième fois. Si sollicité, je peux me la troisième fois. Je suis Madame Gachou, le DG de NAS-RH. NAS-RH est un cabinet spécialisé dans les ressources humaines. Nous intervenons surtout dans l'audit, les formations, les séminaires, les recrutements, formations, certifiants. Nous sommes au Cameroun. Merci. La parole après. OK, merci pour la présentation, Madame Gachou. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet et nous avons retenu qu'au lieu de 3 panélistes, aujourd'hui, nous allons en avoir 2, ce qui nous donne un peu plus de temps pour nous étendre sur les différentes questions. Je voudrais commencer par vous, Madame Paul Edith Eliam, et vous poser la question suivante.
l'équilibre personnelle et professionnelle peut avoir, disons, un impact significatif hein, sur la santé mentale des employés. Comment est-ce que les entreprises peuvent-elles favoriser un environnement qui préserve justement la santé mentale de tous, tout en maintenant la performance en entreprise? Merci beaucoup. Encore une fois, je souhaiterais remercier le cabinet pour la part belle qui nous est faite parce que comme Patrick, comme tu l'as dit, si je me permets de te tutoyer, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est très important pour nos organisations. Ton micro s'est fermé entre-temps par erreur, je crois. Excusez-moi, m'entendez? C'est bon maintenant, vas-y. Oui, je voudrais commencer mon propos par dire que je fais partie de ces personnes-là qui considèrent que il faut plutôt parler de conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Parce que, pourquoi déjà? Parce que ça, pour moi, ça enlève une sorte de complexe et de pression inutile qu'on a de se dire qu'on doit gérer notre vie personnelle et notre vie professionnelle de manière un peu comme sous une forme de calcul arithmétique où on doit trouver toujours cet équilibre de dire ma vie, là, ma vie personnelle, par exemple, prend trop de place, je dois rééquilibrer pour que ma vie professionnelle aussi prenne le même niveau d'espace, on va dire, en général. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que considérer qu'on est en train de parler en fait, d'égalité entre l'espace occupé par les deux veut dire qu'on est on est un peu dans ce qu'on appelle être dans une forme on est dans une conception linéaire de se dire, suit son fleuve tranquille et on a notre vie, nous allons passer un peu plus, nous allons familiale selon notre gestion, on va de l'heure en fonction de comment est-ce qu'on a défini nos priorités globales. Donc, c'est la première chose que je voulais dire. Moi, je suis plutôt pour qu'on essaie de dire harmonie ou conciliation entre les éléments d'un point de vue résultat, orientation sur le résultat n'impacte pas le fait que nous travaillons avec des êtres humains. Et dans un deuxième temps, donc résultat relationnel, moi j'appelle ça les 4 R pour avoir une bonne culture, résultat relationnel. Et les deux autres R, c'est de pouvoir savoir que lorsque nous sommes dans une société qui est régulée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir, en fait, donc il y a des règles, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir, comment je vais dire ça, une certaine innovation. Donc, il ne faudrait pas qu'on tombe dans l'anarchie, mais il faudrait aussi qu'on puisse savoir. Le micro. On a perdu le micro et la vidéo, Madame Eliam. En attendant que Madame Paul-Edith Eliam nous rejoigne, je veux simplement signaler que nous sommes en train de parler de la vie personnelle, de la vie professionnelle et de voir quelles sont les stratégies que les entreprises peuvent mettre en place justement pour favoriser cet état des choses. Donc, Madame Eliam, je vous remets la parole. D'accord, merci beaucoup. Désolée des problèmes de connexion. Donc, en ce qui concerne, donc, je parlais de la culture, des éléments sur lesquels les entreprises peuvent se focaliser, par exemple, au niveau de la santé mentale, c'est de penser à la notion de flexibilité. La notion de flexibilité, on va dire, c'est imposé à nous après la pandémie. On s'est rendu compte que pour beaucoup d'organisations qui pensaient originellement de flexibilité ou de manière flexible, étaient contraints de trouver des solutions. On s'est rendu compte que ce n'était pas aussi compliqué que ça de trouver les bons outils pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse avoir. Maintenant, les recherches ont prouvé que la bonne majorité des personnes qui ont goûté à la flexibilité penchent plus pour un travail
et des conditions de travail qui sont beaucoup plus flexibles, donc hybrides. Ce n'est pas forcément que ce soit du télétravail à 200%, mais que ce soit, par exemple, des horaires de travail un peu plus flexibles ou que ce soit l'intégration de 2 jours de télétravail dans les semaines, de travail. Mais pour cela, il faudrait spécifier aussi que ça doit être adapté au type d'organisation dans lesquelles on fonctionne. Par exemple, dans mon organisation, il y a un certain point de notre société qui est beaucoup plus orienté opération, pardon. Donc, pour les opérations, c'est un peu plus difficile de parler de télétravail, mais on peut parler de flexibilité en termes de, par exemple, récupération d'heures travaillées pour permettre aux employés d'avoir la possibilité de pouvoir se reposer. Ensuite, l'autre élément, c'est de décomplexer la notion de pause. Donc, de pause dans le sens d'aller en congé ou de pouvoir se reposer tout simplement. On depose un employé de pause, sa demande de départ en congé. C'est un peu comme si c'est le ciel qui nous tombe dessus. Parce que tout simplement, on va en parler dans les solutions. Il faut pouvoir organiser le travail. Et donc, un autre des facteurs qui permet d'avoir une bonne culture, c'est que justement les managers ou les directeurs, les personnes qui ont en charge de diriger des équipes arrivent à pouvoir rendre politique et l'engagement des employés, parce que quand on a une organisation où les personnes sont engagées, on essaie de trouver les voies et moyens pour la maintenir engagée. Et la maintenir engagée, ça nous permet de savoir quels sont les éléments à mettre en place pour pouvoir apporter les ressources nécessaires pour gérer la santé mentale. Et un point important sur lequel je voudrais conclure, c'est pour les organisations, selon les réglementations en vigueur, qui ont des médecins de travail, c'est de maintenant essayer de voir comment on peut réshifter et permettre aux docteurs, mais le rôle qui leur est attribué premièrement, c'est d'auditeurs des facteurs de risque, des facteurs de risque qui peuvent nous empêcher les employés, des facteurs de risque de santé qui peuvent empêcher les employés d'être productifs au travail, ou alors sur le long terme de pouvoir mettre en place des moments de conversation pour pouvoir créer de la sensibilisation autour des questions de santé mentale qui malheureusement restent encore trop tabous, et ensuite permettre à ce que ces personnes, les médecins de travail, puissent proposer des solutions de prévention plutôt que d'être plutôt dans, comment je vais dire ça, en train de faire du firefighting, donc éteindre le feu, être dans de la prévention, pouvoir permettre à ce qu'on puisse atteindre ce niveau où on est suffisamment en sécurité pour dire que là, j'ai l'impression qu'il y a j'ai des signes de grand stress et ça pourrait aboutir à un burn-out. Je préfère en parler à mon manager qui saura comment trouver les outils appropriés. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager par rapport à la question que vous avez posée. Alors, Madame Eliam, ça, c'est une réponse que j'appelle réponse essuie-glace. Si je n'avais pas de la ressource, j'aurais dit, je n'ai plus de questions à poser, Madame le juge. Mais bon, j'en ai encore. Merci beaucoup. Et la précision que vous avez faite d'entrée de jeu est très importante. Quand on dit vie personnelle, on a l'impression qu'on a deux vies. Nous ne sommes pas des chats, on a une seule vie. C'est plutôt des aspects de cette vie-là qui se déclinent sur le plan personnel, professionnel et autres, social, culturel, et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup pour cette précision. Ça permet de remettre les choses en place. Je vois que Madame Gatchou est avec nous. Est-ce que vous pouvez dire un mot pour qu'on confirme que c'est OK pour le son? Oui, c'est OK. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Ça va aller. Mais bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, Dieu fait grâce. Alors, la question que j'ai pour vous, Madame Gatchou, c'est la suivante. Comment pouvons-nous encourager la communication ouverte entre les employés et la direction concernant les défis justement liés à cette conciliation, travail, famille, OK, sans craindre des répercussions négatives
sur leur carrière. Parce que parfois, quelqu'un peut vouloir prendre des congés, par exemple, comme Mme Eliam l'a signalé tout à l'heure, et puis on estime que non, c'est un paresseux ou bien quelque chose de ce genre. Comment est-ce qu'on peut encourager la communication sans s'exposer et subir les conséquences? Oui. Tout vient de la tête. S'il y a une bonne communication à partir du manager, une communication ouverte, une communication franche, de bonnes relations interpersonnelles, ça doit être un ton donné par le manager. Parce que nous parlons de plus en plus du management, l'approche émotionnelle. Ça veut dire que gérer les gens par l'intelligence émotionnelle. Si, par exemple, le manager n'est pas à l'écoute, n'aime pas communiquer tout le reste de son personnel, ça va commencer par les directeurs. Les directeurs vont être fermés, les chefs de service feront la même chose, ça va se répéter. Pour une bonne communication, c'est le manager qui doit être un manager de proximité, qui va aller vers les employés, les collaborateurs, leur parler de tout sauf du travail, comment on peut demander comment va la famille, l'enfant. Je vous dis qu'il y a des sociétés où il y a une communication ouverte, une très bonne communication. Cette communication ne se décrète pas, ça se vit. On ne décrète pas une communication, je vous en prie. Parce que nous avons travaillé dans les sociétés. J'ai fait 33 ans dans une grande société. J'ai eu 4 DG défilés. Mon premier directeur général, paix à son âme, c'était un monsieur bienveillant. Un monsieur qui aimait communiquer. Il communiquait avec tout le monde. Il faisait les cercles de qualité. Dans les cercles de qualité, ce n'était pas seulement les cadres, les directeurs, il mettait les gens qui ont le bon sens. Il demandait, voilà, il y a tel problème. Il mettait le personnel au même niveau d'information. Il ne cachait rien, il était très ouvert. Et c'est comme ça que tout le monde se confiait à lui. Sa porte était ouverte. J'étais son chef de cabinet. Il y avait des moments où il demandait que je fasse monter un balayeur. Le balayeur vient dans mon bureau. Madame Gachou, qu'est-ce que j'ai fait au DG? Pour que me voit, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et quand il sort, c'est avec le sourire. Il dit que non, le DG m'a appelé pour demander comment va tel enfant. Il ferait la peine, le temps de regarder la liste du personnel. Nous étions 300 à l'époque, avec les enfants, dont plus de 900 personnes. Il pouvait dire, monsieur Ndiapa, votre enfant tel, votre fille, vous avez 2 filles, n'est-ce pas? Votre femme, comment elle va? C'est comme ça que le collaborateur sortait de son bureau, était très content, était ouvert. Quand il avait aussi un problème, il venait me voir, je voulais voir le DG. Et je ne bloquais pas, parce que j'ai vu que le DG était ouvert, il y a les DG fermés. Et quand vous êtes son assistant, vous ne pouvez pas laisser passer les gens. Vous allez demander, vous allez d'abord bloquer à votre niveau. Mais quand vous voyez qu'il est ouvert, qu'il parle à tout le monde, vous allez aussi vous ouvrir, vous allez accepter que les gens le voient, et puis il aimait communiquer. Quand il voyait qu'il suivait beaucoup, il avait les tableaux de bord. Quand il voyait qu'il y avait beaucoup d'absence, qu'il y avait beaucoup de repos, qu'il y avait beaucoup d'accidents de travail, il dit qu'il y a malaise. Madame Gachou préparait la communication. Il communiquait, il disait que oui, je sais que vous boudez, peut-être que le 13e mois n'a pas été ce que vous attendez. Voilà le niveau de recettes de la société. Nous avons fait des pertes, nous devons à l'État. Voilà, nous allons appuyer avant de voir comment on va vous le compenser. Je sais que la communication et l'information, on ne doit pas donner n'importe quelle information aux employés, mais il faut c'est mal, les gens vont chuchoter et ça sera une rumeur. Et quand il y a la rumeur, c'est le climat social qui sera délétère. Donc, la communication, c'est le DG qui doit donner le temps. On ne décrète pas, on ne forme pas les gens pour communiquer. Il y a les gens naturellement. Monsieur Papi Ndiapa, vous avez travaillé avec moi. Absolument, oui. Vous avez vu ma méthode, comment je travaillais. Je vous donnais le temps, je vous demandais votre avis. Alors, vous étiez étudiant. C'est vous qui avez construit tous les outils que j'ai utilisés aujourd'hui. Ah oui. J'ai donné la place à mes stagiaires. Je leur ai fait confiance. Ils m'ont fait du bon travail. C'est ça la communication. Je vous remercie.
Merci bien. Alors, pour ceux qui m'ont entendu dire au début Maman Ngachou, vous comprenez maintenant pourquoi je l'appelle Maman Ngachou. Donc, elle m'a tenu la main quand j'ai fini ma formation en RH à l'Université de Douala au Cameroun. Donc, merci beaucoup pour ces éléments, merci pour ces informations. Et j'ai pensé un peu parce qu'on a compris que c'est important que les deux parties d'entreprise, que ce soit le groupe des employeurs ou le groupe des employés, que les deux parties interviennent. Alors, mais quels sont les signes révélateurs? Parce que Mme Gatou a abordé ces éléments tout à l'heure quand elle parlait des tableaux de bord et autres. Mais qu'est-ce qui peut être constitué, mais qu'est-ce qui peut constituer des signes révélateurs de ce malaise-là, ou que il y a une rupture, au sein de l'entreprise, ce qui crée justement des problèmes. Comment est-ce qu'on peut identifier que cette conciliation n'est pas en train de porter du fruit? Je vais commencer avec Mme Eliam. Après, je veux parler. Les signes révélateurs, pour moi, un élément auquel j'accorde beaucoup d'importance, ce sont les données relativement à l'absentéisme, au retard. Parce que bien souvent, on a l'habitude de penser que peut-être lorsqu'on commence à observer un taux d'absentéisme ou de retard élevé dans votre organisation, il faut vous poser des questions. Donc, au compte des éléments à figurer dans les tableaux de bord, il faut aussi s'assurer de faire un suivi de ces éléments-là. Un autre élément, c'est le niveau de productivité. Un autre élément qui est palpable et mesurable par les chefs d'entreprise, des départements et des RH, c'est le niveau de productivité. Si le niveau de productivité baisse, il faut aussi commencer à regarder les causes profondes, en fait. Un autre point, c'est la baisse de satisfaction de la clientèle, par exemple. Lorsque vous commencez à avoir beaucoup de réclamations de vos clients par rapport au service qui est rendu, il faut aussi faire attention et marquer une pause et essayer de faire une sorte d'introspection pour regarder ce qui ne va pas. Un point que je voulais marquer, quand j'étais en train de dire réfléchir, j'ai souri. Souvent, la baisse de demande de congé. Vous pouvez me dire, mais dans une de mes structures, les employés avaient peur de partir en congé. Ce n'était pas quelque chose qui leur était dû. Ils avaient ce sentiment-là de par la réaction de manager, on en a parlé tout à l'heure. Et la deuxième raison, c'est qu'ils avaient la peur de venir trouver tout le travail de la période pour laquelle ils allaient partir en congé s'accumuler. Donc, entre partir en congé 1 semaine ou 2 semaines et revenir trouver un travail à rattraper de 2 semaines et rester là et être à jour dans les différents éléments que je dois produire, je préfère rester. Parce que finalement, quand je reprends mes congés, je reviens, mais au bout d'un jour, je suis plus fatiguée qu'avant que je ne parte en congé. Donc là, peut aussi alerter comme des signes qu'il y a quelque chose qui cloche. La hausse aussi des demandes. Lorsqu'il y a trop de personnes qui cherchent à partir en congé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre manière d'organiser. Et malheureusement, en dernier ressort, moi, je mentionnerai les démissions. Lorsque le turnover est élevé dans un département ou dans un service, il faut aussi pouvoir, au travers des exit interviews, essayer de déterminer est-ce que il n'y a pas une corrélation avec le manque d'équilibre ou le manque de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Voilà. Merci, Madame Eliam. C'est super important ce que vous avez signalé là, surtout au niveau des congés. Alors, Madame Gatou, je vais vous poser pratiquement la même question. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous aimeriez, je vous ai vu applaudir, sur lequel vous aimeriez
insister ou bien un ajout? Voilà, j'ai applaudi parce que vous avez posé une question très pertinente. Ah, d'accord. Vous savez Ok. bien, monsieur, nous avons travaillé sur ça quand j'étais chef service santé. Nous avons tenu des tableaux de bord ou quand il y avait un pic. Parce que je peux vous dire qu'il y a les périodes où les gens partent, demandent les permissions bizarres, qui demandent les permissions soit en décembre, parce que les gens veulent passer les fêtes en famille. Je m'attendais à ça. Quand, à partir du 21, je savais qu'il y avait les repos qu'on allait m'envoyer. Et ça devait être les repos de 10 jours pour revenir après les fêtes. Je savais que les gens inventaient. Et puis, bon, comme on ne peut pas contester le repos médical des médecins, je savais que c'était normal qu'il y ait un pic en décembre. En janvier aussi, il y a un pic parce qu'il y a des gens, après la fête, tombent malades. Et en février, c'est un pic, il y a un problème. Il y a du Cameroun, nous avons le 8 mars. Le 8 mars, je sais que les femmes vont, à partir du 7 mars jusqu'au 9, les femmes vont envoyer le repos. Parce qu'elles vont préparer la fête, elles vont aller soulever le bain, elles vont boire et elles vont tomber malades. En juin, donc, j'étais en mars. En avril, s'il y a un pic, il y a un problème. En mai, s'il y a un pic, il y a un problème. Mais en début mai, je peux comprendre. Non, en fin mai, parce qu'il y a les concours d'entrée en sixième. Les parents, comme c'est la première fois que l'enfant part faire le concours, vont demander la permission pour aller accompagner les enfants faire le concours. En juin également, parce qu'il y a les examens, il y a les congés, il faut aller envoyer les enfants au village. En juillet et en septembre. En octobre, s'il y a un pic, il y a un problème. En octobre et en novembre. C'est pour dire quoi? Qu'il faut avoir un tableau de bord qui va vous faire donc comprendre qu'il y a un malaise. Parce que quand il y a trop de repos pendant certaines périodes en février, en mars, en octobre, en novembre, qu'est-ce qu'ils disaient au DG? Quand on faisait les fêtes, ils disaient que vous allez prendre les gens, le nom des gens qui ne seront pas à la fête. J'ai dit non, DG, c'est un baromètre. On ne prend pas les noms. Je conseille qu'on laisse libre choix, que les gens viennent à la fête ou pas. Quand vous voyez que le taux de participation est à 50%, il faut quand même comprendre qu'il y a un malaise. Quand les gens sont contents, ils veulent venir fêter, ils veulent venir danser, ils veulent venir manger. Mais quand ils ne sont pas contents, ils vont dire que faites la fête pour vous, allez manger, c'est votre argent, c'est vous qui mangez seul. Vous comprenez? Il y a le taux de turnover normalement. Quand les gens démissionnent beaucoup, c'est qu'il y a un malaise. Il y a, je pourrais dire que Paul a abordé, mais moi je dis, les congés, il faut que les gens prennent le congé. Après un an, on ne congé. Il faut aller en congé. Mais si les gens prennent le congé anticipé, ou bien les congés, les absences qu'il faut retenir sur les congés, tout le temps, ce qui est un malaise, les absences. Tu as parlé, Raïssa? Ton micro est peut-être fermé, je crois. Mon micro n'était pas activé, désolé. Oh, ok, Donc, d'accord, c'est bon. Rapidement présenter le cabinet Oui. et puis vous redonnez la main. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme depuis hier, voilà, le sommet virtuel est organisé par le cabinet Régine transformation culturelle et managériale, formation et coaching directeur et team building. Donc, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes présents dans 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Alors, au mois de novembre prochain, à Dakar, au Sénégal, nous aurons le workshop Acte 2, workshop QVCT, qui portera sur structurer et optimiser les évolutions et transitions générationnelles, le bien-être au travail, réengager les talents et fidéliser sereinement le capital humain. Ce sera justement l'occasion, pendant 3 jours, voilà, constitués de cas pratiques, d'ateliers et de retours d'expérience, tant de formateurs que de participants, voilà, pour vous,
d'être présent et vraiment de repartir avec beaucoup de valeurs et d'échanges. Donc, pour toutes les personnes qui sont connectées au sommet depuis hier, voilà, ils pourront bénéficier d'un geste commercial de la part de l'équipe. Et donc, juste qui sera le panel 5 de... Donc, je vous redonne la main, Patrick, et je vous laisse continuer. Connexion à ceux qui sont là. S'ils ne sont pas encore le cabinet Régine Pro, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire dès qu'on aura terminé. Allez sur LinkedIn, abonnez-vous à la page Régine Pro pour être toujours informé de tout ce que le cabinet offre et présente. C'est toujours très, très intéressant. Alors, mesdames, j'ai une dernière question pour vous et elle sera la même pour chacun d'entre vous. Quelle stratégie ou initiative avez-vous observé, stratégie qui encourage les managers à reconnaître tout en maintenant la productivité de l'équipe? Vous avez peut-être déjà eu l'opportunité d'en parler. Et si oui, vous pouvez aller en profondeur. Donc, quelle stratégie ou initiative avez-vous déjà observé? Je commence avec Mme Eliane. Merci Oui, beaucoup. Patrick, nous ne voyons pas. Madame Eliane a la parole. Oui, d'accord, allons-y. D'accord. Donc, je disais que pour moi, la première chose, c'est, je pense que Madame Gachou en a parlé, le leadership, le rôle modèle que le leadership joue est très important. Donc, parce que quand on parle de culture, vous entrez dans une entreprise et on vous dit que, OK, nous, on a une culture de flexibilité et de suite, mais vous voyez que toutes les instances de direction, tous les chefs de service, tous les directeurs de département travaillent jusqu'à pas d'heure, par exemple, sont connectés les dimanches, vous envoient des emails à des heures, parfois un peu indues, et attendent de vous que vous répondiez, parce que vous pouvez le faire, la flexibilité aussi, c'est d'avoir la possibilité de le faire, mais de ne pas attendre le même niveau de flexibilité nécessairement de l'autre personne. Donc, en s'attendant à ce que, par exemple, pour un email envoyé un dimanche, le lundi matin, la réponse soit déjà prête, par exemple, ou alors les éléments d'une réunion soient prêts pour le lundi. Donc, si c'est de manière récurrente fait par les directeurs, les instances managériales, ça sera difficile, même si c'est quelque chose qui est prêché à l'ensemble des collaborateurs, ça sera difficile que ça ait un écho en réalité. Donc, ça, c'est la première chose, l'exemple qui est donné. La deuxième chose que je voulais dire en termes de stratégie qui peut être mis en place, c'est un élément simple comme la communication. Lorsque Madame Gachou en parlait tout à l'heure, encore une fois, elle a parlé de la communication à tous les niveaux et de manière assez extensive. Parce que souvent, on a l'impression qu'on communique quand on ne communique pas vraiment. Communiquer aussi, c'est de pouvoir être ouvert au feedback, de pouvoir savoir être connecté à comment est-ce que les autres se ressentent par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc, si on est ouvert à recevoir les feedbacks, je pense qu'on aura quand même un bon indicateur de ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir permettre à ce que les travailleurs se sentent que il n'y a pas seulement que les éléments de leur vie professionnelle qui est mis en avant ou qui est considéré, mais il y a aussi leur épanouissement personnel qui est aussi valorisé. Un autre élément fort, c'est de pouvoir avoir des politiques et des mesures des mesures de conciliation de vie professionnelle, vie personnelle, par exemple, avec une police claire par rapport au télétravail en entreprise, comment est-ce que ça doit être organisé, ou alors par rapport aux avantages en temps qui sont donnés aussi aux travailleurs. Moi, je me rappelle qu'il y a une organisation, par exemple, on sait qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, le congé de paternité est seulement de 2 jours. Il y a une organisation qui a décidé de donner 5 jours. Et ces 5 jours-là, c'est dans l'idée que, franchement, les 2 jours
le temps de finir les courses administratives, il n'y a pas vraiment de temps. Donc, c'est une progression dans le sens de dire que vous pouvez accorder un peu plus de temps à votre famille et c'est OK, c'est accepté par la direction. Donc, ce genre de politique et de mesures-là, lorsqu'elles sont communiquées, ça a aussi des éléments qui permettent de pouvoir faciliter la conciliation. L'autre chose qu'on néglige un peu, c'est aussi les opportunités de développement et de croissance qu'on offre aux travailleurs. Parce que tout simplement, ça leur permet d'allier parfois parfois les points avec lesquels ils sont en harmonie d'un point de vue de leurs compétences, mais aussi de leur passion, avec les opportunités qui se trouvent au sein de l'organisation à laquelle ils appartiennent. Et lorsqu'il y a ce genre d'opportunités-là, ça devient beaucoup plus facile pour quelqu'un qui se retrouve dans un travail pour pouvoir, comment je vais dire ça, mettre à disposition ses compétences. Ça devient plus facile pour lui de pouvoir gérer son temps efficacement, de pouvoir manager ses priorités, de pouvoir aussi accorder du temps à sa vie personnelle. Après, comme j'ai dit, il faut aussi décomplexer les gens. On a des priorités différentes en fonction de là où on se situe dans notre vie et en fonction de comment est-ce que notre vision de la vie. Donc, moi, je peux accorder beaucoup plus d'importance à ma carrière et à mon développement, au développement de ma carrière. Et ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Au contraire, donc c'est pour ça la notion d'équilibre. Parfois, il faut savoir juste pouvoir être en paix avec tous les éléments qui constituent son environnement, que ce soit la vie professionnelle ou la vie personnelle. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport aux stratégies. Okay. Merci encore. Nous allons passer à la phase de questions-réponses dans un instant. Je vais d'abord donner la possibilité à Mme Gachou de donner quelques stratégies ou initiatives qu'elle a pu observer et qui pourraient justement permettre de maintenir la productivité et cet équilibre-là. Oui, Paul a tout dit. Je remercie Paul parce qu'elle a grainé vraiment le chapelet. Mais je voudrais apporter aussi un peu de touche. Une ancienne de 37 ans, vous voyez que j'ai tout vu. J'ai eu 4 DG. J'ai eu 4 DG défiler. Mais je parle encore de mon premier DG. Il y a 38 ans, on ne parlait pas de qualité de vie. C'est maintenant que c'est un peu à la mode, mais nous pratiquions ça avant. À l'époque, notre DG avait créé un service social. Vraiment, je vous dis que tout ça part du top management. C'est le DG qui doit donner l'impulsion parce que vous pouvez avoir la volonté. Si le DG n'adhère pas à votre idée, ça va être bloqué. Déjà, il ne va pas mettre le budget en place. Notre DG votait un budget pour la qualité de vie au travail. On n'appelait pas ça à l'époque, mais pour le social. Dites ce que vous voulez, qualité de vie sociale, mais quand un employé était malade, quel que soit son grade, que ce soit un employé de première catégorie, deuxième catégorie, un agent de maîtrise, un directeur, le service social, un agent partait rendre visite aux malades en apportant les fruits, en apportant les journaux, le réconfort. Comment pouvez-vous imaginer que cette personne, quand elle va reprendre le travail, ne va pas vite venir? Si cette personne est malade, qu'on lui rend pas, si on ne lui rend pas visite, elle peut encore envoyer un repos pour proroger. Ce n'est pas interdit. Et je vous dis bien que le repos médical d'un médecin n'est pas contesté, un médecin agréé. Il faut encourager le dialogue, un dialogue franc, une communication franche avec feedback, un dialogue franc. Parce que quand le DG avait remarqué qu'il y avait une petite tension, il nous a fait faire un séminaire sur la communication interpersonnelle. Le formateur nous a demandé, posé une petite question bête. Il nous a donné un imprimé de remplir. Il dit, la dame qui est à côté de vous, à votre droite, vous connaissez sa date d'anniversaire? Vous répondez. À gauche, vous connaissez le nom de son enfant? Vous répondez. Devant vous, vous connaissez là où votre collègue habite? Vous répondez. Derrière vous, je vous jure qu'on a dépouillé. C'était grave. On a senti, après le dépouillement, qu'on se détestait. Il n'y avait pas de bonne communication interpersonnelle. Ça a commencé par là. Ça veut dire que si Mme Gachou est malade, Paul ne peut pas venir me rendre visite au Patrick.
Est-ce que c'est normal? Ou appeler un petit coup de fil. Je me rappelle quand il y a eu le crash de World Trade Center, les tours jumelles, les Twins, il y a un manager, quelque chose de remarquable. Il fait un livre que les gens mettent leurs émotions, ce qu'ils pensent, et de mettre les petits mots pour encourager, pour ce qu'ils ressentent, et puis pour compatir pour ceux qui ont perdu les familles. Et il a décrété une journée qu'on travaille. Il a dit, pour une journée, nous gagnons 20 000 $, on va partager aux familles des personnes qui ont perdu la famille. On a mis un livre de compassion là où les gens devaient écrire, ça veut dire un registre où les gens devaient écrire, voilà, courage, Patrick, vraiment, tenez bon, machin, tout ça. Quand on envoyait à ceux qui ont été touchés, quand vous restez, vous avez un malheur, vous avez perdu un ascendant, un descendant, un frère, et que le DG vienne à lever du corps, il envoie sa gerbe de fleurs, il envoie une délégation pour vous accompagner. Est-ce que vous n'allez pas être content? On peut parler aussi des congés, dit que nous avons dans notre droit camerounais 10 jours pour avoir les absences autorisées, payées. Avec un accord d'établissement, on peut donner plus. Puisque dans le code du travail camerounais, on dit quand vous perdez votre mère, votre père et votre enfant, vous avez seulement 3 jours. Vous pouvez faire quoi en 3 jours? Si on peut mettre de 3 jours à 6 jours, ça c'est la marque employeur. Et les congés de paternité, je n'ai pas envie de citer cette société au Cameroun qui donne déjà 18 jours pour les congés de paternité. Et il y a encore une entreprise au Cameroun, je ne peux pas faire sa publicité non plus, qui est en train de s'occuper de rembourser les frais médicaux des ascendants. Vous voyez que chacun sa marque, chacun sa touche. On n'apprend ça pas quelque part. Donc, chaque manager doit donner une touche, donner le ton. Il faut aussi donner la flexibilité au travail. Je dis n'importe quoi. Un employé qui est malade, quand il reprend, vous pouvez lui donner, faire qu'il ait des horaires flexibles, pourvu qu'il fasse 8 heures de temps. Au lieu de venir à 7h30, il vient à 9h30 et il finit plus tard. Parce qu'il aura du mal à se lever du lit. Pour une certaine période, le temps qu'il se remette, il y a beaucoup de choses à dire. Je m'arrête là parce que je ne veux pas, il y a beaucoup de questions, je préfère répondre aux questions. Il faut équilibrer la vie familiale et la vie personnelle. Nous vivons, comme disait Patrick au début, nous ne sommes pas des chats, on n'a qu'une seule vie. Il faut donc équilibrer cette vie. C'est pour ça que je suis beaucoup Patrick, parce qu'il nous donne des formules, comment équilibrer la vie familiale. Suivez Patrick Ndiapa, connectez-vous à sa page, vous allez apprendre davantage pour la qualité de vie au travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup. Merci, Madame Eliane également. Et comme je l'ai dit, c'était vraiment des réponses essuie-glace qui ont balayé un ensemble de domaines, un ensemble de rubriques. Je vais faire la passe à Raïssa, qui a 2 ou 3 choses à nous dire avant qu'on n'évolue dans cette conversation. D'accord, merci infiniment. C'est juste pour annoncer que nous allons lancer un petit sondage, voilà, pour les participants pour pouvoir prendre leur feedback par rapport à ce panel. Est-ce que voilà, il répond à toutes leurs attentes? Et je pense qu'après ça, tu pourras lancer la séance de questions parce qu'il y a beaucoup de questions dans le chat et les gens vraiment, ils ont hâte d'avoir des réponses à leurs questions. Donc voilà, on va lancer le sondage et puis je te repasse la main, Patrick. Alors, est-ce que c'est moi qui gère les questions ou tu les as, tu vas les lire? Comment tu voudrais que je fasse ça? Je pense que c'est toi qui vas les lire, mais si tu souhaites, je peux te donner un coup de main. Déjà, Okay. on a... D'accord, le sondage est lancé. Pendant qu'on évolue avec les questions, n'hésitez pas, vous pouvez commencer déjà à participer tout de suite et puis ce serait toujours une bonne chose. Ce que je vais faire, je vais prendre les questions dans l'ordre que je vois dans mon chat. J'espère que je ne vais manquer personne et puis merci encore. Donc, la première question que j'ai reçue, que je n'ai manqué personne, elle vient de Jean-Luc Coran, qui dit « Quel rôle les managers et les dirigeants jouent-ils dans la promotion d'un équilibre sain entre la vie professionnelle et personnelle au sein de leur équipe ?» OK? Alors, pour gagner en temps, une seule personne va répondre et l'autre pourra répondre à la question qui va suivre. Donc, qui se sent inspiré peut répondre. Quel rôle les managers et dirigeants jouent-ils dans la promotion d'un équilibre sain
entre vie personnelle et professionnelle au sein de leur équipe? Oui, je pourrais répondre. D'accord, allons-y. Voilà, le rôle du manager, c'est un rôle d'accompagnement. Parce qu'il faut que le manager accompagne la personne qui met en œuvre donc, cette politique. Si le manager n'accompagne pas, ça ne va jamais marcher. Accompagnement, avec les conseils, mettre en place le budget, faire le report. Ça veut dire qu'être à l'écoute, qu'on lui fasse le reporting et qu'il donne son mot pour encourager, qu'il soit là quand on organise les réunions, les team building. Donc, le manager accompagne l'équipe qui met en place. Réponse claire. La Le rôle qualité principal, ce sera justement un rôle d'accompagnement. OK. Alors, oui. je vais passer à la prochaine question qui vient de Georges Jopo et je vais probablement l'adresser à Madame Eliam parce qu'elle a parlé de flexibilité. Et la question de Georges est la suivante. La flexibilité est à intégrer dans la stratégie ou juste une tactique? Je ne sais pas si la question est suffisamment claire pour vous, mais il dit la flexibilité est à être intégrée dans la stratégie ou juste une tactique. Madame Eliam. Je pense que la flexibilité est à intégrer dans la stratégie. Parce que la tactique va rendre les initiatives un peu trop éphémères et donc ça ne va pas forcément conduire à une culture beaucoup plus forte d'inclusion et d'intégration de la vie professionnelle à la vie personnelle. Donc, elle doit être intégrée dans la stratégie. Et je pense que Mme Gatchou s'est étendue sur les bienfaits qu'on ait prend le lead et donne l'exemple en termes de politique et de manière de concilier ou d'apporter de l'importance à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, c'est un peu ce que je pense à ce niveau-là. C'est bien pensé, Madame Eliam. Merci beaucoup. Alors, mention de cette expérience qu'elle a vécue avec le premier DG de son entreprise là. Et justement, la question qui suit là dit, quelle stratégie mettre en place quand on a affaire à un dirigeant qui ne se préoccupe guère de la vie personnelle de son employé en difficulté et se permet même par moment de dire, et je pèse mes mots ici, ce n'est pas une ONG. La question nous vient de Aïcha Koné. Madame Gathiou, c'est pour vous. Oh, ça me fait rire, ça me fait rire. Vous voyez donc, on ne peut pas changer les hommes. Il y a les managers bienveillants et malveillants. Et la bienveillance, c'est inné. La malveillance aussi, c'est dans le sang. On ne peut pas changer ce type de manager. Mais enfin, on peut l'amener à changer parce qu'il y a le dialogue. On peut chercher à communiquer, à lui donner le bienfait, en lui disant que quand il y a équilibre entre vie familiale et vie familiale, quand il y a un bon climat social, il y a une bonne productivité qui va suivre. Mais on peut lui montrer aussi par rapport à notre tableau de bord qu'on va tenir, que vous voyez les absences, les accidents de travail ou les conflits en milieu professionnel, c'est parce que les gens ne sont pas à l'aise. Donc, essayons de s'il n'est pas bienveillant, il ne va pas accepter, mais on l'amène quand même. Là, toujours. Ceci, vous lui dites, et voilà les résultats. Nous n'avons pas atteint nos objectifs, c'est parce que vous lui expliquez. Il peut comprendre, il peut changer, mais s'il n'y a pas une volonté managériale, on va perdre le temps. Nous avons connu 4 DG. Je peux vous dire, il n'y a qu'un seul DG qui... Ça, hein, d'autres, il y avait les moyens, mais comme le DG ne s'intéressait pas, disait comme ce monsieur que nous ne sommes pas dans une ONG, donc rien n'a suivi, il n'y a pas eu de... Il y avait toujours des problèmes. Et
je vais juste souligner pour dire que c'est exactement de ça qu'il s'agit quand on parle de créer un impact et même de laisser un héritage, parce que ce monsieur nous a quittés il y a un moment déjà, mais on continue de parler à lui et penser à lui, de parler de lui et de vivre l'impact qu'il a laissé, la marque qu'il a laissée sur. Donc, c'est ça que nous recherchons au quotidien. C'est le message que nous voulons transmettre afin que nous soyons des leaders d'impact au quotidien. Je vais revenir à vous, Madame Eliam, avec une question de Jean-Luc Coram qui demande comment les entreprises peuvent-elles évaluer l'efficacité de leur initiative en matière d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle et adopter des ajustements en fonction des besoins changeants de leurs employés. Merci beaucoup. Je pense que à ce niveau-là, il ne s'agit pas de recréer la roue. Donc, il faudrait savoir d'abord quels sont les outils qui sont déjà en place, qui permettent de plus ou moins avoir une certaine, prendre le pouls des employés ou de l'organisation. Donc, l'une des choses, si vous avez déjà en interne, par exemple, des enquêtes qui permettent de mesurer la satisfaction ou l'engagement des employés, vous pouvez vous servir de cet outil-là pour essayer de retracer ou de tirer les éléments qui vont vous alerter dans le sens d'un problème qui pourrait y avoir en termes de conciliation vie professionnelle et vie personnelle. En revanche, s'il n'y en a pas, vous pouvez en créer tout simplement avec peut-être une enquête anonyme de collecte d'informations, de feedback, de suggestions par rapport à l'environnement de travail actuel et mettre en place des groupes de travail qui seront des représentations de la société, donc qui vont comprendre des employés et des instances dirigeantes pour pouvoir permettre à ce que ceux-ci réfléchissent aux initiatives qui vont être communiquées à l'ensemble de l'organisation par rapport au progrès ou par rapport aux différentes actions qui vont être menées dans ce sens. Un élément aussi qui fonctionne, c'est de pouvoir avoir des sponsors ou des ambassadeurs, donc des personnes qui ont la voix qui porte. Par exemple, il y a certains dirigeants qui sont des avocats très ouverts de ces éléments de flexibilité ou de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les utiliser pour pouvoir prendre, il y a certains collaborateurs qui sont très au contact et très proches d'autres collaborateurs, donc ils peuvent faciliter la collecte d'informations pour savoir un peu quelles sont les tendances en termes des besoins des collaborateurs ou des travailleurs sur le domaine de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, quelles sont les difficultés rencontrées. Et ensemble, je pense que l'élément clé, c'est de pouvoir collaborer, pouvoir arriver à des solutions et de pouvoir communiquer suffisamment sur l'approche, sur les méthodes utilisées pour avoir sur le progrès de ces initiatives-là. Je pense que ça, déjà, ça va permettre de savoir qu'il y a une décision claire qui a été prise pour pouvoir faire changer les choses ou faire améliorer les choses. Donc, voilà. Merci, Madame Eliam. Madame Gachou, je me retourne maintenant vers vous. Et votre expérience va sûrement nous aider pour la question suivante. Et merci à Jean-Luc Coram qui vraiment est très actif dans le chat et nous envoie des questions. C'est du pointu, c'est du lourd. Merci beaucoup, Jean-Luc. Alors, Jean-Luc revient avec une question et il dit, quelles solutions novatrices les entreprises peuvent-elles envisager pour gérer les pics de travail sans compromettre l'équilibre? Oui, je pourrais me répondre que il faut revoir, donc faire les évaluations. En faisant les évaluations de performance, on va voir si les gens sont à leur place. Vous pouvez savoir que les gens peuvent être stressés parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils travaillent, ça veut dire qu'ils sont en dessous du poste. Ils peuvent aussi être stressés parce qu'ils sont au-dessus du poste. Donc, il faut faire une bonne évaluation, revoir les fiches de poste, redistribuer les rôles et mettre les gens en PAP, dans plan d'amélioration de la performance, les former. Donc, si les gens ne sont pas à l'aise à leur poste, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas bien travailler, il y aura toujours un problème, il y aura un dysfonctionnement. Voilà, c'est okay. Merci, Madame Gachou. Je vois Raïssa à l'écran. Sûrement qu'elle a quelque chose à partager avec nous. Oui, juste déjà
annoncer déjà les résultats des sondages et aussi avec le temps qui tire à sa fin. Donc, bientôt, on devra prendre les mots de fin. Voilà, et pouvoir annoncer le prochain panel. Donc, je pense que là, on a 100% de personnes qui disent que voilà, le panel a répondu à leurs attentes. Donc, on remercie infiniment. Voilà, vous, Patrick, Madame Eliane et Madame Gatchou pour la pertinence voilà, des échanges. Et voilà, donc, je vais vous redonner la main. Et je pense qu'on va prendre le mot de fin avant de se dire au revoir et ne pas manquer le rendez-vous de demain. Voilà. Je crois que tu voulais annoncer le prochain panel aussi pour demain. Si Si tu as ça. exactement le prochain panel pour demain, permettez-moi de vous partager l'affiche. Donc, le prochain panel demain qui débutera à 14h GMT portera sur attirer et fidéliser. Quelles sont les nouvelles exigences des talents? Ce sera avec Ansosen Atsogba, le docteur Rachel Yand Kofi et Claude Adjikbonon. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous demain. Il sera aussi riche que celui d'aujourd'hui. Je voudrais en profiter pour vraiment remercier Roger Pro dans la sélection de, tu parles tout le partage s'il te plaît, dans la sélection des panélistes, c'est vraiment du lourd, c'est du costaud. Je ne vais malheureusement pas pouvoir aller à travers toutes les questions qui sont posées là maintenant. J'en vois encore quelques-unes, notamment celles de Georges, de Jean-Luc et autres. N'hésitez pas d'aller retrouver Madame Gatchou ou bien Madame Eliane sur LinkedIn et continuer la conversation dans ce sens-là. Nous allons donc faire le mot de la fin, OK? Et je vais commencer par Madame Gatchou. Quel serait votre mot de la fin? Oh, elle a disparu. Mon mot de fin, oh, je n'ai pas disparu, Okay, non, je ne sais pas. Je plaisante. Je plaisante. Si vous n'êtes pas prête, je peux commencer avec voilà, Madame. mon mot de fin. OK, d'accord. Mon mot de fin, c'est un plaisir pour moi de retrouver mon fils, mon adoré fils, qui m'a beaucoup aidé à implémenter la direction des ressources humaines parce que c'est toute mon équipe choc, la Green Team. Vous m'avez aidé, Patrick, vous avez impacté ma vie professionnelle. Je voudrais remercier Paul, Edith et Liam qui m'a beaucoup appris aujourd'hui. Je remercie Régime Pro. Un petit coucou à Georges Giopo, le DG de Fatal. Il me lui dit de ma... Merci pour repenser à mon manager Jamin. Absolument, sont des managers d'impact. Par vous remercier, Patrick, pour l'excellente thématique de qualité et aussi pertinente. L'ensemble des participants à la conversation d'aujourd'hui, parce que les questions ont permis de pouvoir donc une excellente fin de journée. Merci, ça a été un vrai plaisir d'être votre modérateur aujourd'hui. Merci à toutes ces personnes que j'ai découvertes. Merci à Régine Pro pour la confiance et Graïssa, tu as la parole. Merci infiniment. Donc, je pense qu'on a dit merci aux participants. Moi, merci aux panélistes, Madame Gatchou, Madame Eli. Aux participants, je vais citer quelques-uns vraiment au pif comme ça. On va dire merci à Maï Bena, j'espère que je prononce bien, à Arlette, à Madame Aïcha qui est là depuis le panel précédent. Voilà, elle a attendu. À Brice Etienne et à toutes les personnes dont je n'ai pas cité vraiment le nom, qui donneront pas le panel de demain, 14h GMT. Et Voilà. Maintenant, à vous d'organiser. Comment gérer sa carrière, tout ce qui